Régis Châtelier, vous avez déjà été évoqué à travers la CNIL. On sait à quel point on a besoin de cette commission, à quel point elle s'adapte. Il va y avoir à la fois, on voit sur le terrain, dans le domaine médical, un travail de pédagogie, de responsabilisation des acteurs, un travail aussi de contrôle. C'est tous ces éléments qui sont aussi au rendez-vous de notre questionnement par rapport à ce devoir de gouvernance et de régulation dans un contexte, et ça l'a dit dès le départ, on a l'impression qu'on est dans la dérégulation la plus complète et que c'est des enjeux financiers finalement qui prévalent sur des questions d'éthique. Bonjour à tous. Je vais rapidement me présenter. Donc, Régis Châtelier, je suis, comme c'est indiqué, c'est laboratoire d'innovation numérique de la CNIL. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à la CNIL, on a à peu près en pourcentage, on a à peu près 70% de profils juridiques et 25% de profils techniques, donc soit des ingénieurs, des docteurs en informatique, etc. Avec l'idée de pouvoir toujours à tout moment avoir une double analyse des dossiers qu'on va avoir à traiter, que ce soit en amont ou en contrôle, parce qu'on a un sujet qui est toujours à la fois juridique et technique. Donc ça, c'est ce qui fait la particularité de la CNIL par rapport aux autres autorités de protection en Europe. Et une autre particularité, c'est l'équipe dont je fais partie, qui est une équipe d'innovation et prospective où nous nous intéressons plus aux usages du numérique, donc la partie, on va dire, plusieurs sciences humaines du numérique, et on essaye d'explorer des sujets avant qu'ils entrent finalement dans ce qui est notre périmètre CNIL, et avant que ça rentre dans le flux finalement de l'activité, pour développer des différentes publications. Parmi celles-là, pour n'en citer qu'une qui est d'actualité aujourd'hui, nous avions publié un cahier d'innovation et prospective en 2014 sur le thème du Quantified Self. Donc Quantified Self, pour ceux qui ne savent pas, c'est cette mode de se poser des capteurs sur le corps pour faire du sport, donc pour avoir ses pulsations, son pouls, ou alors son capteur de sommeil ou son nombre de pas, etc., avec une vocation sociale qui était juste de l'application de bien-être. Et on explorait justement ces nouveaux usages qui apparaissaient à l'époque. Et on pressentait le moment où qu'adviendra-t-il quand ces données de bien-être seront reprises et réutilisées par d'autres dans un cadre de santé. Et on passera de données personnelles à données de santé, donc sensibles, donc soumises à une réglementation différente. Et pour ça, on avait des scénarios prospectifs, dont le scénario d'une personne qui s'appelle Léa et qui voyait sa vie guidée par ses capteurs aux mains de ses employeurs qui, eux-mêmes, ayant à payer son assurance de santé, étaient tout intéressés au fait qu'elle aille se coucher tôt et qu'elle soit en bonne forme pour être en forme pour la réunion, mais aussi pour ne pas avoir à trop payer sa police d'assurance. C'est des exemples de ce qu'on peut faire et on voit bien que ça peut fonctionner. Pour en revenir à nos questions aujourd'hui, j'allais expliquer tout à l'heure je pensais expliquer ce qu'est une donnée à caractère personnel, mais ça a été dit. Donc, c'est une donnée qui est identifiée directement ou indirectement. Et ça va beaucoup plus loin que les données sensibles. C'est toutes les données qui peuvent se rapporter d'une manière ou d'une autre à la personne. Et c'est assez précisé maintenant par le texte. C'était déjà précisé dans la loi informatique et liberté, mais le règlement européen va un peu plus loin. C'est-à-dire des données de localisation, identifiant les données évidemment génétiques, mais physiologiques, psychiques, économiques et culturelles sont également des données personnelles. Ce qui fait que le spectre de ce qu'est la donnée personnelle est extrêmement large et d'autant plus important qu'avec le numérique, comme je vous le disais, on a de plus en plus de capteurs et on peut à tout moment utiliser tout type de données pour nous retrouver. Et elle n'est pas que personnelle. Elle a également une dimension collective, la donnée personnelle. On a l'exemple des données génétiques dont on a parlé tout à l'heure, c'est que les données génétiques, on parle de données pluripersonnelles, c'est-à-dire qu'elles sont transmissibles dans la famille et partagées au sein même de la famille. C'est-à-dire de consentir à donner à son ADN, enfin à le faire séquencer, c'est aussi finalement engager sa famille. Donc ça a des impacts plus importants. Mais au-delà de ça, sans parler de la donnée de santé, pour reprendre l'exemple très en cours actuellement dans les médias, c'est que les données en réseau elles-mêmes également ont une dimension collective. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un réseau social, notre donnée n'est pas que celle qui nous concerne sur notre colonne de réseau social, mais ce qu'on appelle notre graphe social, et c'est nos relations aux personnes qui sont importantes. Et finalement, les relations qu'on a tissées autour de nous, déjà, nous engagent vis-à-vis des personnes avec qui on partage. Et ce qui fait qu'on arrive à quelque chose de finalement plus large que le seul identifiant nom-prénom, mais on arrive à un spectre qui est assez large. Après, dans un contexte de recherche, il est bien sûr nécessaire de mettre en place des entrepôts de données et des stocks de données pour que la recherche puisse travailler. Il s'agit de le faire dans le respect de la loi informatique et liberté, puis règlement européen, avec différents systèmes qui fonctionnent.
En France, on a parlé tout à l'heure, on s'organise. La France est très très organisée dans le domaine des données de santé, plus qu'ailleurs et plus qu'aux États-Unis d'ailleurs. C'est pourquoi elle a déjà pas mal d'informations et pas mal d'avances, notamment avec le SNDS, donc c'est le Système national de données de santé, et un autre système qui s'appelle le CASD, le Centre d'accès sécurisé aux données, qui est un système sécurisé qui permet justement de générer des accès différenciés à des données, sensibles en l'occurrence, pour que des chercheurs et des data scientists puissent travailler dans le respect de la protection des droits des personnes. Et donc, c'est de mettre en place des systèmes qui ne soient pas de l'open data ouvert, où on donne les données et puis advienne que pourra, mais au contraire, d'essayer d'organiser l'accès aux données pour que des personnes légitimes à le faire puissent y avoir accès et elles-mêmes soient contraintes par rapport à la réglementation, au respect de la réglementation. Ça vient en opposition justement à la constitution d'entrepôts de données de santé par les GAFA, notamment, puisque c'est le thème aujourd'hui. On voit qu'avec différents systèmes de données, donc collecte de données génétiques avec 23andMe, qui est un système qui permet justement de se faire séquencer son propre logiciel, et c'est des données qui sont son propre ADN, pardon, qui permettent justement de les partager, mais dont le coût finalement n'est que de 99 € pour la personne, mais c'est moins que le coût finalement du séquençage. C'est-à-dire qu'il y a un modèle économique derrière qui fait qu'on génère des stocks de santé et le modèle économique qui viendra après cette collecte. Donc ça pose des questions encore une fois. Et donc tout ça, c'est voilà, pour faire le schéma, mais par rapport à aujourd'hui, en avril 2018, ce qui est important, c'est qu'on arrive à une date charnière finalement. La loi informatique et liberté a 40 ans, donc la CNIL fêtait ses 40 ans en janvier 2018, cette année. À savoir que la loi était déjà très bien écrite pour le coup, parce qu'elle a résisté au temps, et elle était encore largement d'actualité. Elle a été modifiée par la directive de 95 qui lui avait donné une vocation européenne, mais qui n'était qu'une directive. Et le texte était encore très robuste, encore maintenant il l'est, mais il va finalement laisser place avec la loi informatique et liberté 2 au règlement européen, au règlement général à la protection des données, donc le RGPD, qui a été entré en vigueur en avril 2016 et qui rentrera en application en mai 2018. Et là où c'est intéressant, notamment en France, c'est que ce n'est pas, tel qu'on peut le lire beaucoup dans les médias, une révolution vis-à-vis de ce qu'est la protection des données pour nous, Français, à savoir que dans sa globalité, dans sa grande majorité, ça reprend finalement les grands principes qui existaient déjà en France, avec quelques nouveautés. Mais surtout, là où c'est intéressant, c'est que ça va harmoniser la régulation européenne de la protection des données. Et l'objectif, c'est finalement de faire que le standard européen de protection des données et la philosophie européenne de la protection des données prennent plus de poids à l'échelle mondiale, et notamment effectivement vis-à-vis des GAFA. Pour revenir à l'histoire, c'est que la CNIL, en fait, s'était d'abord constituée comme régulateur des fichiers traités par l'État, avec le projet Safari, et à l'origine, c'était justement un régulateur, une autorité administrative indépendante, mais surtout vis-à-vis de l'État. Et avec la numérisation de la société, l'émergence du numérique, toujours plus de données, finalement, l'activité, elle est toujours autant pour le public que pour le privé. Mais on voit bien que le privé et maintenant les grands acteurs prend de plus en plus de place. Mais on avait moyen de répondre à certains enjeux vis-à-vis de ces grands acteurs internationaux, mais pas forcément le poids suffisant. Et ce qui est intéressant avec le règlement européen, c'est ce qu'on va voir, après que je vous explique un petit peu ce que fait le règlement européen, pourquoi il est intéressant et pourquoi finalement on peut être positif et optimiste. Il peut être une vraie réponse qu'on n'avait pas la capacité à avoir à ces enjeux des grands acteurs. Du point de vue des entreprises, le texte ne va pas changer grand-chose, à savoir que, il va changer par contre une grande chose, c'est qu'auparavant, il était un régime de déclaration préalable, d'autorisation, et le régime va changer, c'est qu'en anglais, c'est le principe d'accountability, donc de responsabilité, à savoir que maintenant, toute organisation qui traite de la donnée personnelle aura l'obligation de pouvoir à tout moment démontrer sa conformité, avec quand même quelques exceptions à droit à l'autorisation, qui pour des données sensibles, type les données génétiques, feront encore l'objet, pour des traitements qui traitent les données des Français, de demandes d'autorisation auprès de la CNIL. Donc on gardera quand même pour ces données sensibles et les données qui peuvent nous intéresser aujourd'hui, un droit de regard finalement auparavant pour savoir si oui ou non on va traiter ces données de la meilleure des manières. Là où il y a une continuité, mais en même temps une grande nouveauté, c'est au niveau des points de vue des citoyens. Le texte renforce les droits existants avec le droit à l'information, le droit à consentement dont on parlait tout à l'heure, la rectification, l'opposition, l'accès. Et pour le consentement, une nouveauté, c'est que consentement, effectivement, c'est un peu vague,
de cocher une case et puis dire j'accepte tout, c'est un peu vague. Et le texte précise que le consentement devra être éclairé, libre, éclairé et révocable. Et c'est l'interprétation de cet article finalement qui sera importante, à savoir qu'on entre dans les logiques de privacy by design. Et qu'est-ce que sera le éclairé et révocable? Et c'est là où il y a un enjeu pour des acteurs à faire en sorte que justement on puisse répondre, parce qu'on aura une base juridique pour dire que le consentement n'avait pas été effectivement pris, mais pas d'une manière qui était forcément éclairée. Et la grande nouveauté qui intervient, c'est ce qu'on appelle le droit à la portabilité. Le droit à la portabilité, c'est que jusqu'à présent, on avait un droit d'accès sur nos données. Un droit d'accès, c'est-à-dire que je pouvais à tout moment demander à un acteur de me fournir en lecture, donc en lecture que moi, être humain, je puisse lire, les données qu'il avait sur ma personne. Donc il pouvait être un fichier PDF ou un courrier avec une pile de papier, avec toutes les données qui me concernaient. Ça me permettait de savoir exactement ce que l'acteur pouvait connaître de moi, mais je ne pouvais pas en faire quoi que ce soit finalement. Avec le droit à la portabilité, on va obliger les acteurs à restituer ces données sous une forme lisible par machine et communément utilisée, donc interopérable. Ça veut dire que les personnes qui ont partagé beaucoup de données avec quelque acteur que ce soit sur la base du contrat et du consentement vont pouvoir à tout moment les récupérer, soit pour eux-mêmes, parce qu'ils savent les traiter et ils peuvent potentiellement pouvoir en tirer un intérêt, soit pour les renvoyer à un acteur soit concurrent, soit d'un autre domaine, parce qu'on voit bien que ce qui fait la richesse de ces grands acteurs, c'est pas tant l'algorithme que la base de données sur laquelle ils le font tourner. Et parfois, un nouvel entrant dans un marché, il n'a pas cette capacité à avoir cet historique de données pour faire en sorte que son algorithme, qui bien que très très bon, puisse vous donner des résultats pertinents. Donc ça peut potentiellement désiloter certains marchés. Et l'autre côté, qui est intéressant également, c'est qu'on a le droit de le donner à d'autres acteurs. Donc on peut imaginer la création de communs numériques, de communs de données, où des personnes, des communautés de patients, puissent faire le choix de partager des données à une communauté avec une gouvernance dans laquelle ils ont confiance, qui potentiellement pourrait servir à la recherche ou à d'autres choses. C'est des débats, des scénarios qu'on a essayé d'évoquer, qui sont repris d'ailleurs en partie qu'on avait dans notre dernier cahier d'innovation, qui sont repris dans le rapport Villani sur l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on a appelé la portabilité citoyenne, qui peut être pour des communs ou alors pour l'acteur public. Et pour finir, là où justement, peut-être, et nous espérons que le règlement soit une réponse à ces enjeux, c'est que la grande différence, c'est qu'auparavant, je vous parlais de la directive de 1995, elle a été transposée dans les droits nationaux, qui restaient finalement chacun séparément à traiter ces questions isolément. Donc parfois, on pouvait avoir deux sanctions dans deux pays différents, sur la base de sanctions qui étaient assez légères, mais il n'y avait pas de réponse européenne. Avec le règlement, c'est une réelle harmonisation, à part une somme de renvoi, mais très spécifique, et plutôt sur régalien, dans le droit national. La réponse sera européenne, à savoir qu'à partir de demain, il y aura une véritable coopération au niveau européen où si on considère qu'un cas n'est pas que national, une autorité européenne de protection de données dans un pays va en référer à l'ensemble des autorités de protection en Europe et la réponse sera collective. Donc ça veut dire que si sanction il y a, elle ne sera pas à l'échelle d'un pays, mais elle sera à l'échelle de l'Europe. Pour ça, il y aura une nouvelle entité qui s'appellera le Comité européen à la protection des données, qui justement ça se fera en sorte qu'il y ait une décision qui se fasse toujours finalement, qui soit acceptée par tous au moment de la prise de sanctions. L'autre différence qu'il va y avoir, c'est qu'on introduit je finirai avec le montant des sanctions. L'autre différence qu'il peut y avoir, c'est la partie qui concerne ce qu'on appelle le critère de ciblage. En fait, la grande difficulté du numérique, et ce n'est pas valable que pour la protection des données, c'est valable en général, on voit bien au niveau justement de l'impôt, par exemple, et à d'autres niveaux, c'est qu'on est sur des services qui peuvent être transnationaux finalement, ou avoir l'air du moins de l'être. Il est très difficile de les réguler. Et le règlement européen vient proposer une solution qui est celle du critère de ciblage. C'est-à-dire que demain, on n'essaiera pas de savoir d'où vient le service, où est basé le responsable de traitement, mais à qui il s'adresse. Et dès lors qu'il s'adressera explicitement à des Européens, l'autorité de protection européenne, quelle qu'elle soit, se jugera compétente pour pouvoir avoir une action dessus. Et le cas échéant, si sanction il y a, la sanction sera européenne et elle sera d'un montant qui sera bien supérieur au montant qu'on a pu donner tout à l'heure,
on arrivera à des montants qui sont beaucoup plus comparables à ce qu'on connaît dans la législation liée à la concurrence, puisqu'on ira pour aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial annualisé. Finalement, peu importe le nombre de milliards que l'entreprise gagne chaque année, on sera en pourcentage. Donc potentiellement, après on verra ce que ça donnera, mais potentiellement, on peut arriver à des montants qui sont extrêmement élevés et qui peuvent, le cas échéant, être dissuasifs. Et une autre chose qu'il faut noter, c'est que le marché européen, s'il devient finalement cohérent et que l'Europe fait corps, le marché européen, c'est 510 millions d'habitants. Le marché états-unien, c'est 320 millions. Donc c'est un marché qui a du poids. Et pour des entreprises dont on parle, qui sont avant tout des entreprises qui ont pour vocation de gagner de l'argent, elles ont besoin de marché. Et donc ce marché, il est important. Et il y a tout intérêt pour ces grands acteurs de ne pas perdre ce marché. Donc c'est aussi un des enjeux finalement. Et donc l'objectif pour le règlement européen, c'est pour l'Europe dans son ensemble, de pouvoir regagner en termes de souveraineté numérique pour faire valoir finalement la philosophie de la protection de la vie privée telle qu'elle existe en Europe, plutôt que d'y avancer tous séparément, d'avoir une réponse qui soit collective et harmonisée. Et c'est vraiment la raison pour laquelle, évidemment, finalement, cette philosophie européenne de la protection de la vie privée, on l'espère, sera plus forte avec le règlement européen. Merci. J'imagine tout à l'heure, on sera amené à poser des questions, mais ce que vous avez déjà démontré, c'est que nos données personnelles, elles ont une valeur, elles ont un prix qui justifie de les protéger d'une certaine façon. Et ça a déjà été abordé longue fois dans le domaine biomédical. Parce que des gens qui étaient inclus dans des recherches, quelquefois disaient « je veux le retour sur investissement », c'est-à-dire, et on l'a vu même dans les militants du sida, ils disaient « je veux bien accepter les contraintes d'une inclusion dans une recherche, mais si vous en tirez un bénéfice, pourquoi ne le partagez-vous pas avec nous ?» Et vous aviez même, au niveau de la recherche biomédicale, un engagement qui a été repris dans la déclaration de Helsinki. Si une communauté participe à une recherche, elle doit pouvoir en tirer un bénéfice déjà d'accéder à la molécule qu'on aura éventuellement développée. Donc il y a toute une réflexion éthique importante. Puis quand je vous entendais parler de l'accès aux données, je pensais à la loi du 4 mars 2002 sur le droit d'accéder à son dossier médical, avec les fameuses données personnalisées. Et là aussi, la personne pouvait aller avec son dossier médical, puisque c'est le cas aujourd'hui, aller voir pour un deuxième avis, par exemple, ou être repris dans une autre équipe. Donc c'était des questions à prendre en considération. Et puis le dernier point que je voyais, c'était par rapport au consentement, qui dans les textes de bioéthique doit être exprimé de manière éclairée, expresse, donc spécifique. Et la notion de rétractabilité est une notion qui est prise en compte à tout moment. La personne peut se retirer et elle doit être, si elle se retire, accompagnée dans le soin. C'est-à-dire elle ne doit pas être avec des effets péjoratifs du fait de son renoncement à être incluse. Dans tous les cas, il y a tout un ensemble de points qu'on a du plaisir à discuter avec vous. Merci de nous avoir les uns et les autres installés dans le contexte.